Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Ici Mac Deschamps pour le Bonnet des Patriotes. Alors ce soir, je suis en compagnie de Victor Rumilly. Bonsoir Victor. Bonsoir Mike. Alors on fait toujours ça, on respecte toujours la distanciation sociale de 2 mètres. Là c'est beaucoup plus que 2 Oui, mètres. oui, c'est quelques centaines de kilomètres. Alors, Mais c'est ça, qu'est-ce on que veux-tu respecte nous ça. parler? Oui, oui, Alors aujourd'hui on va aborder, comme on avait dit la dernière fois, on va aborder l'aspect économique du sujet qui tourne autour du coronavirus. oui, Donc on avait fait une capsule déjà sur la santé. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite tous à l'écouter. Une capsule qui portait donc sur tout ce qui tournait autour de la santé, au niveau des actualités, au niveau de ce que nous on en pensait. Donc c'est disponible dans la vidéo sur YouTube et sur notre page web sur coronavirus et mondialisme, quel destin. Donc on va parler de l'économie, mais comme l'actualité avance très 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 vite, n'est-ce pas Victor? C'est déstabilisant parfois même. oui, Euh, exactement. C'est difficile de synthétiser, de se faire une idée, de garder ce qui est vrai, puis de mettre de côté ce qui est faux. C'est beaucoup de travail. Heureusement, on a du temps. oui, effectivement. Donc c'est là-dessus qu'on va partir finalement sur une petite capsule santé quand même. C'est-à-dire qu'on va refaire une petite parenthèse. Vu que l'actualité avance très très vite, forcément, au moment où la vidéo est sortie la dernière fois, il y a eu des choses qui ont avancé. Et donc, ben, on aimerait vous parler de ce qui s'est dit dernièrement. Victor, tu veux en parler un peu? Oui, par rapport à Monsieur Luc Montagny, Oui, c'est ça. qui est le prix Nobel de médecine. Donc, il y a eu une polémique. Je pense que Monsieur Montagny n'est pas a fait un peu exprès il est spécialisé dans ce genre de déclaration un peu à l'emporte-pièce. Ce qui était intéressant de cette affaire-là, c'est à quel point dans les médias, surtout français, j'ai remarqué, on l'a discrédité, mais à la vitesse de l'éclair, c'est-à-dire que parfois, dans certains journaux français, c'est presque comique à quel point ils ne reprennent pas ce qu'il a véritablement dit. au moins, au moins les journaux canadiens, de ce que j'ai vu, québécois, reprenait exactement ce qu'il avait dit. Il laissait aux chroniqueurs la liberté de démolir, même s'ils n'ont pas les compétences pour, mais je veux dire de démolir ce qu'il affirmait. Mais au moins, on a accès à la véritable information. Parce que là, c'est facile. On a juste à prendre la vidéo, puis on prend l'article après, puis on se dit, ouais, mais comment ça se fait que dans l'article, c'est pas les mêmes propos que dans la vidéo? Et ce qui est particulier aussi, c'est que là, vous avez une partie de la sphère du monde des médias sociaux qui a vu les affirmations de M. Montagny comme parce que ce qu'il a dit en gros, c'est que la séquence du génome de certains coronavirus était similaire au génome du sida. Bon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Et il y que, avait 4 souches, 4 séquences, pardon, insérées ouais, dans le coronavirus et que Monsieur son nom m'échappe. Montagnier. Montagny. Oui, Monsieur Montagnier a déduit donc que c'était forcément une manipulation en laboratoire. oui. Mais il a dit dans la vidéo, et c'est ce qui a échappé un peu à beaucoup d'internautes, il dit, lui, ne voyait pas ça comme une, comme une manipulation délibérée de faire du mal. En fait, il a dit, l'erreur est humaine. Donc, vous voulez jouer aux apprentis sorciers, là, je cite vraiment ce que la vidéo disait. Là. Ils ont voulu jouer aux apprentis sorciers. C'est pas une arme bactériologique, là. C'est juste une erreur. Et lui, il émet l'hypothèse que les chercheurs chinois cherchaient à fabriquer
un vaccin contre le VIH. Oui, c'est ça. C'est son hypothèse à lui. Oui, c'est en fait est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais il ne faut pas mettre dans la bouche de M. Montagny ce qu'il n'a pas dit, ce qui est arrivé fréquemment. Non, c'est ça. Sur Internet. D'ailleurs, M. Montagny en France, sur la chaîne BFM TV, a bien dit aux journalistes qu'il était là pour exposer des faits, mais qu'il n'était pas là après pour faire des déductions. Donc oui. Effectivement, après les déductions, on peut tous les faire. On peut se demander si c'est une arme bactériologique, une fuite, un accident, enfin quoi que ce soit. De toute façon, ce sera un peu difficile à savoir. Et c'est en ça que toutes les informations qui circulent actuellement peuvent être difficiles à cerner et parfois contradictoires. Et il a nié que ça pouvait être des travaux sur les chauves-souris par la même occasion. C'est ce qui... Parce que jusqu'à maintenant, les hypothèses sur l'origine du coronavirus se rapportait à un pangolin ou à des travaux sur des chauves-souris ou dans une soupe en tout cas un endroit dans un restaurant de Chine, là. En tout cas, bref. C'était ça les hypothèses pour l'instant. Lui, il a totalement réfuté ses affirmations en disant que non, ça ne peut venir que dans le laboratoire. Donc déjà ça, c'est intéressant pour ça. Et ensuite, c'est sûr que si jamais c'est avéré, c'est quand même quelque chose de grave. Et à ce moment-là, ça peut changer toute la donne par rapport à ce qu'on pense du coronavirus. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi il y a des gens qui tombent comme des mouches. En fait, oui. les séquences du HIV s'attaquent à la défense immunitaire. Et puis, en fait, les gens, une fois qu'ils ont l'immunité au sol, par terre, en fait, ils sont attaqués de plein fouet par autre chose, par une grippe, par la maladie chronique qu'ils ont déjà finalement. Oui, donc, et ça expliquerait aussi pourquoi l'azithromycine du Dr Raoult fonctionne. Parce que l'azithromycine, à la base, c'est utilisé pour combattre le VIH. Oui, exactement, ouais, exactement. Donc ça a un peu de sens. Moi, je n'ai pas d'expertise particulière dans le domaine, mais des génomes, des séquences de génome, je vais rien, mais ce que disait Montagny a quand même un début de sens. C'est pas rejeté comme on a pu voir dans certains médias. C'est-à-dire le fait de rejeter toute affirmation, ça c'est vraiment quelque chose de particulier en fait. C'est-à-dire que dans la vie en général, c'est toujours de bon ton de dire à quel point on apprécie la science et ses conséquences sur la vie, ça améliore la vie, tout ça. Mais quand quelqu'un vient nous parler de science, vient discuter de science, il y en a beaucoup qui veulent pas l'écouter. Ouais. Bon, c'est amusant. Ça dénote une mauvaise foi de certains médias. Exactement, ouais. Mais on n'est pas surpris non plus. Non, exactement. Puis ce qui est assez drôle quand même, c'est que les gouvernements ont rejeté cette hypothèse en masse. Généralement, on a essayé plutôt de pas trop accentuer là-dessus, parce que forcément, si, comme disait le professeur Montagnier, si c'est avéré que finalement il y a 4 séquences du HIV dedans, dans ce virus-là, ça veut dire qu'il y a une manipulation. Et donc, qui dit manipulation dit toutes sortes de théories, de thèses possibles quant à une forme de fuite finalement du laboratoire. Et donc on sait que les Français sont impliqués dans le laboratoire P4. On sait également qu'au niveau du laboratoire P4, ils ont eu la visite d'autorités américaines à 2 reprises, qui d'ailleurs à cette époque-là faisait un rapport sur la sécurité du laboratoire. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil finalement. Mais disons que le discours a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on est en train de peut-être d'évoquer l'hypothèse que ça pourrait être une fuite. Donc ce qui est assez drôle, c'est que les gouvernements, certains gouvernements le disent à demi-mot, sans trop dire de choses, sans trop révéler de choses, tout en demandant des dédommagements à la Chine.
Aujourd'hui, on a appris Oui. par exemple que l'Allemagne demandait un dédommagement, je crois, de 150 millions d'euros à la Chine. Donc c'est quand même assez étonnant de dire non, non, c'est pas la faute des Chinois, mais on leur demande quand même de l'argent. Donc Oui. c'est sûr que comme dirait l'autre, il y a toujours moyen de se faire un petit billet, mais bon, c'est quand même assez étonnant. Euh, Moi, j'ai quelques petits trucs à dire par rapport à ça. Oui. Bon, d'abord, le professeur Montagnier avait d'abord parlé d'un rapport qui avait été publié par des scientifiques indiens. Donc le Oui. rapport avait disparu. Bon, si on cherche bien et si on connaît un petit peu Internet, on peut le retrouver. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à retrouver ce rapport-là. Et donc, ça confirme ce que le professeur Montagnier raconte. Bon, c'est un rapport qui est plutôt long à lire, mais bon, voilà, il y a plusieurs scientifiques de l'université de New Delhi, pardon, qui ont confirmé la séquence, les 4 insertions de séquences HIV dans le coronavirus. Donc ça, c'est une chose intéressante. Il y avait une émission américaine qui était passée il n'y a pas si longtemps que ça, d'un média qui appartient au New York Times, dont je ne me rappelle plus le nom, mais bon, ils en avaient parlé aussi, ils avaient évoqué l'idée de 4 séquences HIV insérées dans le coronavirus. Puis si on gratte un peu les informations par-ci par-là, on tombe sur des choses intéressantes. Entre autres, deux choses intéressantes. La première chose, c'est que l'OMS est au courant qu'en 2004, il y a déjà eu des fuites de laboratoire en Chine. Donc c'est pas, ce serait pas, si c'était le cas cette fois-ci, ce serait pas quelque chose de nouveau. En fait, Oui, ok. il y a eu apparemment le coronavirus dans sa version 1, le SARS en fait, dans sa version 1, qui serait sorti des laboratoires de Beijing. Et à 2 reprises. Hein. Et la deuxième fois, il y a 2 personnes qui en sont décédées. Donc ça a été dit de façon officielle. Il y a un article là-dessus sur le site de l'OMS. Donc bon, si jamais c'est le cas cette fois-ci, bah, disons que c'est déjà arrivé dans le passé. Donc il n'y aurait rien de surprenant à ça. Donc ça, c'est arrivé en 2004. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, on avait une scientifique canado-chinoise qui va en fait depuis 2 ans, depuis 2017 et 2018, qui allait régulièrement en Chine au laboratoire P4 pour aller entraîner, disons, former des scientifiques en Chine. Donc il y avait une collaboration canado-chinoise là-dessus. Et donc cette personne-là entraînait des scientifiques, elle formait des scientifiques en Chine, donc elle allait régulièrement, elle faisait des allers-retours entre le Canada et la Chine régulièrement pour former ces scientifiques-là. Et il se trouve que l'année dernière, elle s'est fait arrêter par la JRC au motif que il y aurait une fuite d'informations en fait entre le laboratoire de Winnipeg et le laboratoire P4 en Chine, à Wuhan. C'est-à-dire qu'elle partageait des informations confidentielles qu'elle n'aurait pas dû partager. Ah, ok. Donc c'est intéressant à savoir, c'est des choses qui sont sorties dans les médias. Il y a une nouvelle de CBC qui en parle, mais bon, on n'a pas eu trop écho de ce genre de choses là. Ça n'a pas fait la une des manchettes à ce moment-là. Donc c'est intéressant. La suite nous dira qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ce sera confirmé par d'autres scientifiques ou est-ce que ce sera rejeté du revers de la main? Donc on va partir sur notre capsule économie. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui pourrait se passer, comment ça pourrait se dérouler, comment tout ça va se goupiller. Évidemment, c'est pas une vérité absolue, ce sont encore une fois des hypothèses, mais disons que il y a beaucoup de choses qui pourraient nous donner raison. Donc Victor, tu veux commencer là-dessus? Oui, tout à fait. Je vais commencer. Donc, j'avais l'idée il y a beaucoup de politique dans l'air.
Donc, quand les scientifiques deviennent des politiciens, c'est pas rassurant. Il faut spécifier que les affrontements, ne sont pas entre nations, mais bien entre intérêts privés. Ce n'est pas les Chinois contre les Américains. En apparence, oui, mais en réalité, c'est plus compliqué. On y viendra lors d'autres émissions. L'économie moderne étant spéculative par nature, il sera difficile de parler d'économie tant que le coronavirus ne sera pas confiné hors de nos têtes. Si on se fie à l'ONU, ça va prendre du temps. La course pour découvrir un vaccin contre le nouveau coronavirus serait, selon l'ONU, la seule voie possible vers un retour à la normalité. Déclaration qu'ils ont fait, je crois, c'est aujourd'hui ou hier. Donc, il sera question d'économie, mais avant, je voulais revenir sur certaines esbroufes statistiques et tout particulièrement sur une affirmation que j'ai fait à la dernière émission. J'avais dit le virus est soit virulent, soit contagieux, mais pas les deux. La raison qui justifiait le confinement venait de l'absence de système immunitaire pour ce type de virus. Donc, c'est ce qui faisait qu'on était obligé de se confiner. Selon cette version, il est évident que le coronavirus n'allait pas être agréable, mais on pouvait déduire qu'il n'allait pas être non plus super mortel. D'ailleurs, une seule forme de statistique est crédible et névralgique, peu importe l'endroit dans le monde où elle est tirée. C'est le pourcentage de décès par tranche d'âge. Pour le reste, ça dépend du nombre de tests, de la santé des gens et de plusieurs autres détails. Mais le pourcentage de décès par tranche d'âge se distingue par la clarté sans appel des résultats. Au Québec, en date d'hier, 21 avril, 29,6% des gens décédés étaient catégorisés comme morts du coronavirus, avaient 90 ans et plus. 42,3% avaient 80 ans et plus. 18,3% avaient 70 ans et plus. Autrement dit, 89,9% des décès avaient 70 ans et plus. Ce qui donne le signe que c'est beaucoup dans les CHSLD que ça meurt. Et donc, les gens qui sont en forme finissent par s'en sortir et ça enlève un peu des cartouches, des arguments au gouvernement pour continuer le confinement. C'est sûr que dans le lot des personnes âgées, il y a certainement eu des personnes qui avaient le coronavirus, mais qui sont décédées pour d'autres raisons que le coronavirus et qu'on a comptabilisé comme faisant partie des morts du coronavirus. Car il n'y a pas d'autopsie ou de recherche approfondie pour chaque décès. C'est peut-être un secret de polichinelle, mais bon, la logique veut que non, la raison d'un décès ne soit pas toujours exacte sur un avis de décès. Dans le lot, il y a aussi eu des décès dont on peut déduire qu'ils ne seraient pas survenus aussitôt si certains préposés aux bénéficiaires n'avaient pas eu peur de se présenter au travail. On ne blâme pas, là. J'ai récemment écouté un bulletin de TVA Nouvelles et de Radio-Canada, coup sur coup. Ça n'arrive plus si souvent. Après les avoir écoutés, j'avais l'impression que nous allions tous mourir. Donc les gens sont un peu paniqués. Et puis il y a d'ailleurs eu un report des reports d'opérations qui était dû à la crainte d'aller aux urgences, qui ont été fatales à plusieurs Québécois, selon un reportage de Radio-Canada. Une recension de cas préparée par l'Association des cardiologues du Québec a révélé déjà des décès graves et de graves séquelles en raison du report d'activités hospitalières, non-urgence et de phobie du virus dans la population. Là, je suis en train de lire l'article. C'est vraiment ça qui est arrivé. Il y a des gens, comme il y a des cliniques ou il y a plus de... Autrement dit, il n'y a plus d'opérations qui s'opèrent. Ce qui fait qu'il y a des gens qui en souffrent
et ultimement qui peuvent en mourir. Donc, autrement dit, il y a des morts en raison, pour d'autres raisons qui sont liées au COVID, mais qui ne sont pas le COVID. C'est-à-dire que c'est les dommages collatéraux. C'est les gens qui ont peur de se rendre au travail qui font que, ultimement, il y a des opérations qui se font pas et que c'est pour cette raison que il peut y avoir plus de morts qu'en temps normal. Bon, la trouille du coronavirus va jusqu'à faire en sorte que le gouvernement du Québec fasse appel à l'armée pour qu'il y ait des gens qui veuillent soigner dans les CHSLD. C'est vous dire à quel point il y a un manque d'organisation quelque part. Bon. Quoi qu'il en soit, la statistique sur le décès par tranche d'âge demeure pertinente, car elle nous montre que nous avons arrêté de vivre pour des personnes âgées. Et nous apprenons qu'en plus d'avoir arrêté de vivre, cet arrêt de vie a souvent précipité leur mort ainsi que leur solitude dans la mort. C'est problématique. Je voulais faire un rappel aussi d'un article qu'il y avait eu en 2010 au journal Le Devoir, une lettre écrite par Richard Gendron, anthropologue spécialisé en santé et environnement, Pierre Biron, médecin retraité et ancien professeur de pharmacologie à l'Université de Montréal, et Marc Zaffran, médecin et chercheur invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Un article intitulé « Pseudo-pandémie d'H1N1, alarmisme et gaspillage de fonds publics ». Donc, je vais vous lire l'extrait parce que on pourrait presque écrire la même chose pour le coronavirus. Le 11 juin 2009, la peur prenait un nouveau visage, celui du virus H1N1. Il y a eu un an hier, l'Organisation mondiale de la santé élevait au niveau maximum son état d'alerte à ce qu'elle considérait comme une pandémie mondiale. Plusieurs scientifiques, surtout en Europe, ont sévèrement critiqué cet alarmisme. L'ancien patron de la Croix-Rouge française, Marc Gentilini, a parlé d'une pandémie de l'indécence. Plus récemment, la gestion de ce dossier par l'OMS a été durement critiquée par un éditorial publié dans le British Medical Journal et dans un rapport déposé le 4 juin dernier à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En présentant ce rapport, le député britannique Paul Flynn a affirmé que cette pandémie n'a jamais vraiment existé. Donc, il y a possibilité de créer une pandémie. Ça a déjà été fait. C'est ce que des gens, quand même, qui ont des responsabilités, ne peuvent pas dire n'importe quoi. C'est ce qu'ils ont dit. L'article poursuit. Au Québec, on a eu droit à une pandémie de la peur, surtout après le décès d'un jeune Ontarien porteur du virus. En l'absence d'autopsie chez le jeune garçon en question, il était irresponsable de laisser entendre que c'était l'H1N1 qui avait causé ce décès. Donc, autrement dit, leur accusation, c'était qu'il y a eu des inventions de cas de H1N1 pour faire paniquer les gens. Inquiets, de nombreux parents et enfants ont envahi les urgences des hôpitaux. La situation était telle que quelques jours plus tard, les urgentologues de Sainte-Justine et du Children's Hospital publiaient un communiqué conjoint dans lequel ils déploraient ce qu'ils ont appelé la psychose du H1N1 en spécifiant que les gens doivent comprendre que c'est un microbe relativement bénin. Et rappelons aussi, pour mettre en contexte, que la pandémie du H1N1 a été annoncée durant l'hiver qui a suivi la crise financière de l'automne 2008. L'article que je viens de lire est un bilan proposé un an après le H1N1. Bon, ce qui signifie qu'il y a déjà eu pandémie exagérée, voire peut-être même créée. L'histoire nous montre que de se poser la question de l'existence d'une pandémie n'est pas totalement écartée. Ça a existé. Alors, pour quelle raison ne pas recommencer? Donc, je vais continuer un peu sur l'économie. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Ce qui fait défaut présentement, et ça touche l'économie, c'est la conception de la vie et donc la conception de la mort.
conception collective. La vie au temps de la domination réelle du capital, constituée approximativement depuis la Première Guerre mondiale, rend les sociétés passives, mais on préfère la fuite en avant. Éternelle fuite en avant. Lorsqu'il y a un problème de production ou de temps, la technologie le réglera. Lorsqu'il y a du plagiat dans les examens donnés désormais en ligne, un mécanisme empêchera les étudiants de répondre aux questions les uns à côté des autres. Vous ne respectez pas à la lettre la distanciation sociale, Big Mother vous donnera une contravention. Je dis Big Mother en référence à Big Brother, là, parce qu'on dirait presque que c'est Big Mother. Big Mother vous donnera une contravention en vous repérant grâce à un déploiement du réseau G5. Lorsqu'il y a un besoin, la consommation le réglera. Vous n'avez pas d'amis parce que vous passez trop de temps à monter votre petit start-up. Vous pouvez toujours jouer à des jeux sur Internet et interagir avec l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas de femme et pourtant de nombreuses envies, même plus besoin de séduire. Lorsqu'il y a un crime, une loi le réglera éventuellement. Lorsqu'il y a une maladie, un médicament le réglera, un vaccin le réglera. Le masque, comme une norme sociale, a dit la mairesse Valérie Plante aujourd'hui, il existe une espèce de solution magique pour tout. Quel est le point commun de toutes ces solutions? Elle exige des échanges d'argent. Et donc, en réglant tout par l'échange d'argent, on a appris à régler le problème à la petite semaine, au jour le jour, sans rien changer nos habitudes de vie. Pire, on se fie parfois sur la solution à la petite semaine pour nous sortir du pétrin. Il est devenu bien plus facile de se fier sur l'éventuelle solution au jour le jour plutôt que de prévoir que la prise de médicaments, par exemple, aura des effets secondaires et qu'il vaudrait mieux faire de l'activité physique sur une base régulière et de bien se nourrir pour éviter les maladies. Nous voyons les avantages de la technologie, mais nous oublions que l'utilisation de la technologie nous rendra physiquement inaptes, décérébrés. La circulation de la liquidité à ce sujet deviendra-t-elle, avec les différentes mesures gouvernementales, les PCU aux étudiants, subventions pour payer les salaires des employés, qu'il est à prévoir que la motivation pour gagner cet argent sera moindre et les compétences se perdront. L'économie réelle se dégradera au profit de quoi? C'est la question qui se pose. Sans économie réelle, comment tient la finance? Comment tient la finance? Donc, je vais aller dans les actualités. Donc, première aberration dans le traitement médiatique de l'économie récente, le taux de chômage a été annoncé à 7,8%. Pourtant, le nombre de gens au chômage a augmenté de 36,4%. 3 petits points, en raison principalement des mises à pied temporaires. Mais le chômage, c'est une mise à pied temporaire. Donc, normalement, le taux de chômage devrait être de plus de 7,8%, selon même les statistiques officielles. Bon, c'est assez particulier. Le seul chiffre qui a fait les grands titres, c'est encore le 7,8%. Et encore, on l'a très peu vu. C'est comme si on voulait pas trop montrer qu'il y avait des signes de négatifs dans l'économie. On veut garder ça positif. Donc, juste un taux de chômage de 7,8%, c'est pas si mal. L'économie va bien. Bon, la bourse européenne et américaine a terminé sur des notes positives la semaine dernière. Il y a juste eu le pétrole, en fait, qui a chuté. Il y a eu une petite remontée aujourd'hui. Mais rien d'extravagant. Là. Le pétrole est à peine au-dessus de 0 $ le baril. C'est du jamais vu. Ouais, je vais en parler tout à l'heure. Si on enlève le mauvais rendement des pétrolières, les cotations à la bourse qui seraient globalement, il y aurait des petites hausses. Là, on se demande d'où peuvent venir ces petites hausses-là quand l'économie réelle, elle est totalement à terre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se produit. Là, il y a eu, je crois, la construction
de bâtiments, de logements, qui a recommencé. Mais ça va être extrêmement compliqué parce que qui va vouloir travailler avec la panique qui a été instaurée dans le dernier mois? Bon, dans la presse économique, on justifie les hausses de cours de la bourse par une confiance en une reprise éventuelle de l'économie. Évidemment, la stabilité économique repose sur la confiance. Donc, il faut être positif. Dans l'économie, c'est quasiment leur job, les économistes. Mais l'économie réelle, sur laquelle se tient quand même un peu l'économie financière, et repose sur une volonté des gens de travailler. Et puis la volonté des gens de travailler présentement, je sais pas trop, je suis pas sûr, je sais pas où ce qu'elle est. Je la vois pas trop. D'ailleurs, il y a eu il y a eu un sondage dans le Toronto Star qui montre que 93% des Canadiens sont inquiets pour l'économie. Donc, il y a autrement dit, il y a juste les financiers qui voient d'un bon œil, qui disent oui, ça va remonter, ça va remonter. C'est-à-dire, si on suit aux craintes de la population en général, c'est un peu dur à croire qu'il va y avoir une remontée. Chez les investisseurs, les traders, on regarde à long terme, c'est plutôt qu'à court terme. C'est la façon qu'ils ont de rester positifs, de garder le cap. Néanmoins, la valeur des titres boursiers semble s'élever assez artificiellement. Et ça donne l'impression que ce n'est qu'en imprimant de l'argent et en maintenant un peu la cupidité des financiers au beau fixe qu'on arrive à ce résultat. Donc, il va y avoir des défauts de paiement éventuellement. Là. Je veux dire, on peut bien reporter, abaisser les taux d'intérêt, tout ça. Je veux dire, un jour, il risque d'avoir un problème, mais contrairement à 2008, c'est pas une crise, c'est pas une crise financière actuellement, ce serait plutôt une crise du travail réel. En fait, c'est une crise du travail. C'est l'économie réelle. C'est ça, mais ça c'est une crise qui s'est, en fait, disons, qui s'est agrafée à une crise économique réelle, qui était déjà bien là auparavant. Oui, exact. Et je posais la question tout à l'heure, l'économie réelle se dégradera au profit de qui ou de quoi? Eh bien, on ne peut pas donner la réponse, mais on peut quand même, on en a quand même une petite idée. Je vais la suggérer. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense l'hyperclasse, mais il y a un projet derrière. Je veux dire, certains vont parler de complot, mais le projet est organisé. Le projet est organisé. Ça, personne ne veut le dire. Personne ne se risque à le dire. Mais le projet est organisé. Bref. C'est la conclusion de ce que j'avais à dire. Ok, merci Victor pour ces explications. Effectivement, c'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver. Et si la conclusion est véridique, on le saura éventuellement dans quelques temps, mais si c'est exactement ça, ça veut dire que le départ est aussi, le départ de tous ces problèmes est aussi caché, est aussi occulte finalement. Oui, donc, exact. Ça remettra complètement en question l'enclenchement des événements à partir du confinement, de la pandémie, etc. Moi, je vais aller dans ton sens, Victor. Je vais d'abord évoquer cette crise dont j'ai parlé tout à l'heure quand je t'ai interrompu. Effectivement, il y a une crise du travail réel maintenant. C'est-à-dire que les gens n'ont pas tous la possibilité de travailler de la maison. Il y a des boulots qu'on ne peut pas faire de la maison de toute façon. Donc, effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème de consommation. Et puis forcément ça donne un coup de frein magistral finalement à toute l'économie mondiale actuelle. Mais il faut savoir que justement les gens de la finance
font un peu actuellement ce qu'on pourrait qualifier de travail de relations publiques. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme les élus, entre guillemets, les élus de l'État. Ils essayent à tout prix de rassurer la population. Il y a quelque chose de rassurant, d'infantilisant un peu même. Il y a la volonté un peu de prendre par la main et de dire vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, on gère la situation. Mais en fait, on n'est pas tous, ne sommes pas tous des personnes qui avalons sans essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors là, ce qu'on a vu au tout début de la pandémie, on a eu le Journal de Montréal, donc québécois, qui fait des entretiens, qui pose des questions similaires à quatre directeurs, quatre présidents d'institutions financières canadiennes puissantes au Canada. Et donc, à ce moment-là, il y avait une déclaration qui avait été faite de Louis Vachon, qui est le PDG de la Banque nationale, et il estimait, je cite, « Contrairement à la crise de 2008, la sphère financière n'a rien à voir avec les bouleversements de l'économie, qui a été mise sur pause pour des raisons sanitaires. » Donc, M. Vachon est en train de nous dire finalement que ça arrive parce que finalement, il y a une pandémie, il y a un confinement, il y a un ralentissement de la consommation, donc du coup, on s'en va vers une récession, vers quelque chose qui va pas forcément bien se passer, mais voilà, c'est une façon de se dédouaner, de dire c'est pas notre faute. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et en fait, qu'on gratte un peu et puis qu'on s'intéresse un peu à l'économie, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, on n'a pas besoin d'être un expert en économie pour le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'économie. Il y a des gens qui y participent, il y a des gens qui font du trading, il y a toutes sortes de gens, des gens qui font de la bourse. Et puis ça, c'est les genres de personnes-là qui avalent pas ça tout rond comme ça sans remettre ça en question. Donc si on remet ça en question, si on gratte un peu et qu'on vérifie les informations, on s'aperçoit en fait que depuis quelques années, depuis je dirais au moins 2018-2017, il y a eu plusieurs déclarations de gens dans le monde de la finance ou bien carrément des institutions financières qui prédisaient déjà une crise économique majeure en 2020-2021. Il y avait plusieurs indices en fait qui montraient qu'il allait y avoir quelque chose. Donc j'ai écrit un article là-dessus où on a plusieurs exemples de plusieurs personnalités. Il y a notre papy préféré, Monsieur George Soros, qui lui le disait déjà en 2018. Il parlait d'une fuite des capitaux des marchés. Donc il disait la fuite des capitaux des marchés émergents et l'envolée du dollar risque de provoquer une nouvelle crise financière majeure. Donc il y a eu une déclaration qui a été faite dans ce sens-là, également par la Bank of America, qui parlait d'un développement stable, d'un aplatissement de la courbe de rendement et des marchés émergents qui s'écroulent. Et il disait que finalement tout ça ressemblait à quelque chose qu'ils avaient vu il y a 20 ans. C'est drôle qu'il parle d'aplatissement de la courbe. Ouais, dans le monde économique, en fait, quand tu t'intéresses au monde économique et t'écoutes, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui donnent des conseils, etc. Et en fait, ces gens-là font beaucoup de statistiques, en fait. Et ils s'appuient toujours sur des courbes. Oui. Non, mais c'est parce que sûrement entendu parler de notre cher médecin national Horacio Arruda qui parlait d'aplatir la courbe mais du coronavirus. Oui, mais en fait tous les gens qui font des stats parlent de courbe, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on dirait que les médecins sont rendus comme des économistes. Là, ils prennent les mêmes expressions, le même langage. Exactement. D'ailleurs, c'est très révélateur, effectivement. Donc il y a eu aussi JP Morgan qui avait fait une déclaration et qui parlait d'une super crise et puis les analystes de JP Morgan avaient déjà prédit des émeutes et des pénuries alimentaires. On a eu aussi un PDG d'une grosse compagnie qui s'appelle Alpari et puis lui il s'appelle Alexander Roussaïev. Il avait mis en garde contre une crise en 2019. Lui pensait que ça allait arriver plutôt en 2019. Et il disait déjà, lui, à
à son époque, il disait « Le monde pourrait frôler le gouffre. Une crise comparable à celle de 2008 menace toujours le système économique mondial. Nous croyons que la bulle sur le marché américain explosera et que le monde fera face à une récession. » Et là, il disait, en cas de crise pareille, le monde actuel, dominé par le dollar, a toutes les chances de se désintégrer en plusieurs zones monétaires, si bien que l'Occident perdra la majorité des parts au sein de l'économie mondiale et que la Chine deviendra le nouveau leader international. Tout ça, c'est intéressant à comprendre. Donc, tout ça nous amène... Il y en a eu d'autres, hein, d'ailleurs. Bon, je ne vais pas citer tout le monde parce que on y passerait la nuit. Mais il y a beaucoup de gens qui allaient dans ce sens-là, finalement, qui mettaient en garde sur une crise. Donc, finalement, on a l'impression, avec les déclarations comme celle de M. Vachon, et puis bien d'autres, hein, il n'est pas le seul, on a l'impression que, voilà, l'économie allait super bien. Bon, peut-être quelques petites difficultés, mais ça allait plutôt bien, c'était stable. Et là, finalement, tout se casse la gueule à cause du coronavirus. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez intriguant et d'assez inquiétant. C'est qu'on a l'impression que ces gens-là se dédouanent et en fait, en tant que crise, ces gens-là ne veulent pas se faire pointer du doigt, quoi. Donc, il y a quelque chose de rassurant dans leur discours, essayer de rassurer les populations, de dire vous inquiétez pas. Bon, je ne suis pas certain que M. Vachon aurait fait ce genre de déclaration-là dans un journal comme le Wall Street Journal, par exemple. Bon, le journal de Montréal, tout le monde peut avaler la soupe sans rechigner, mais dans un journal spécialisé sur l'économie comme le Wall Street Journal ou d'autres, hein, ou The Economist ou d'autres, je suis pas certain que les gens qui suivent ça au jour le jour auraient mangé ça tout rond sans rien dire. Tout à l'heure, tu parlais du pétrole. Alors, bon, on sait que... Et c'est en ça que l'économie mondiale est malsaine. C'est qu'elle fonctionne en grande partie sur les énergies fossiles. C'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, en ayant lu plusieurs choses, l'économie mondiale fonctionne, les rendements de l'économie mondiale fonctionnent à 40% sur les énergies fossiles. Ce qui est beaucoup trop. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et donc on comprend la puissance finalement de l'industrie américaine par rapport à ça. Les Américains sont devenus les premiers fabricants au monde de pétrole. Alors il y avait des indicateurs en fait chez eux, quand je parlais tout à l'heure d'indicateurs d'une mauvaise économie, de mauvaises courbes, comme diraient les économistes branchés. Il y avait des indicateurs en fait qui indiquaient que dans le secteur pétrolier américain, ça se passait pas très bien en fait. Déjà depuis quasiment 2 ans. C'est-à-dire que il y a eu en fait des problèmes par rapport au pétrole. C'est-à-dire que le pétrole, à la force de baisser, de descendre, il s'est retrouvé en concurrence avec le gaz de schiste. Et en fait, le cauchemar des gens qui s'occupent de l'industrie du gaz de schiste, c'était d'avoir un pétrole, un prix de baril de pétrole qui coûte moins cher que le gaz de schiste. En fait, le gaz de schiste, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'exploitation, ça revient à 60-70 $ le baril. Donc, si on est à peu près dans ces termes de prix-là, c'est rentable. Après, quand le prix du baril du pétrole conventionnel descend à 20 $ le baril, là, il met en danger gravement l'industrie du gaz de schiste, quoi. Enfin, le pétrole de schiste, quoi. Et ça pose des problèmes à l'industrie américaine et aussi à l'industrie canadienne. Hein. Faut pas oublier qu'en Alberta, c'est quand même quelque chose qui est assez, qui est une grande industrie, qui est une industrie reconnue en Alberta. Donc, et surtout s'il est à 1 $ le baril, c'est à peu près ça. Là. Il a été même négatif. Oui, donc là, oui, exactement. Et là, je vais y venir. C'est que finalement, la concurrence a été vraiment très rude. Et donc, on a commencé à voir aux États-Unis des entreprises qui ont fait faillite. Et ça n'a pas commencé hier, ça a commencé déjà en 2019. Alors, selon ce que j'ai pu voir, en 2019 aux États-Unis, il y a eu 49 entreprises qui ont mis la clé sous la porte.
Ah, ok. 49 qui s'occupait de cette industrie-là et pour qui c'était plus rentable. Donc on a vu toutes sortes de choses, entre autres des puits de pétrole à vendre aux enchères. C'est assez intéressant. C'est assez drôle. On vend aux enchères, on vend des puits de pétrole. Donc ça posait des problèmes en fait, parce que le pétrole était parfois la garantie, mais quand le pétrole ne vaut plus rien, ça pose des problèmes. Donc ça fait un effet, une espèce de, et ce qui continue d'ailleurs, ça fait un espèce d'effet domino. C'est-à-dire que le pétrole conventionnel et le pétrole de schiste devient tellement pas rentable que ça met dans la merde les exploitants. Et les exploitants, en fait, se font financer par les banques. Et en fait, si on est face à une crise majeure dans l'industrie pétrolière, en fait, on a des exploitants qui vont faire faillite les uns après les autres, surtout ceux qui sont dans le schiste, parce que le schiste, c'est plus rentable. Donc, on va avoir des faillites les unes après les autres, et en fait, ce qu'on va avoir, c'est des défauts de paiement, de plus en plus. On va avoir en fait des banques, et il y a beaucoup de banques en fait qui ont investi de manière majeure dans le domaine du pétrole, et il y a des banques qui risquent peut-être de faire faillite à cause de ça, donc ça va avoir un effet domino. Et donc si tout cela a un impact sur l'économie américaine, on s'entend que comme l'économie américaine est devenue un peu le centre mondial de l'économie et que tout dépend de ça, en général quand une crise commence, quand une récession commence aux États-Unis, elle commence quelques temps après, pas très très longtemps après dans l'économie canadienne, et puis elle se porte sur le reste du monde, sur l'Europe quelques semaines après. Donc là, il y a quelque chose d'assez dangereux. Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que Donald Trump s'est empressé de racheter 75 millions de barils de pétrole. Et en fait, il l'a fait parce qu'il veut sauver l'économie. C'est-à-dire que si on ne rachète pas ça, ça va être catastrophique. Donc en les rachetant, d'abord il les rachète parce qu'effectivement ça coûte rien. Il faut après avoir l'endroit pour pouvoir entreposer 75 millions de barils de pétrole, mais bon, il l'a fait. Donc c'est peut-être une manière d'essayer de sauver, sauver les dommages qui pourraient arriver, tu vois. Il sent que le bateau coule et puis en fait il essaie de boucher les trous, quoi. Et puis ce qui est assez drôle, c'est ce qui s'est passé au cours des derniers jours, justement quand le pétrole est tombé en dessous était à taux négatif, hein. Il y a eu des gens en fait, et ça accélérait un peu le processus de taux négatif dans le pétrole, c'est qu'il y a des gens, des spéculateurs, des parasites donc, qui ont investi dans le pétrole et puis qui en fait ont commandé des barils de pétrole, parce que quand on fait des commandes, c'est pas les gens font pas des commandes au jour le jour. Les gens font des commandes étalées sur plusieurs semaines. Donc on paye au prix où ça l'était au moment où on fait la commande. Et donc là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui tout d'un coup achètent du pétrole et puis finalement ils sont dans un marché qui fonctionne plus, où il n'y a plus d'achat de pétrole puisqu'il y a un ralentissement à cause du confinement en grande partie. Il y avait déjà un ralentissement auparavant, mais le confinement a accéléré, disons, la chute. Et donc, comme il n'y a pas de consommation d'essence, le pétrole se vend beaucoup moins. Il y a aussi un arrêt des compagnies aériennes. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui se sont mises sur une pause. Donc il y a un ralentissement au niveau de la consommation de pétrole. Et donc du coup, comme il y a un ralentissement, ces gens-là finalement qui sont spéculateurs, qui eux font ils font leur Jacatali, hein, c'est l'histoire du pantalon une jambe. C'est-à-dire qu'on achète quelque chose et on l'achète pas pour le garder, on l'achète pour le revendre. Et là, il y a beaucoup de spéculateurs qui ont accéléré le processus de chute de pétrole parce que finalement, ils ont acheté du pétrole qu'ils n'ont pas réussi à revendre. Et donc c'est assez drôle. J'ai écouté un économiste qui parlait de ça, et puis on peut très bien s'imaginer, il le disait lui-même, on peut très bien s'imaginer le petit spéculateur dans sa cave, ou dépendamment du spéculateur, peut-être le spéculateur dans
dans la chambre numéro 49 de son château, qui spécule, qui achète, et puis qui est dans l'incapacité de revendre. Parce que personne n'achète. Et il n'aura pas, lui, les moyens d'entreposer tous ces barils de pétrole qu'il a achetés. Donc il va revendre, et il va revendre à perte. Et en fait, il y a eu beaucoup de spéculateurs quand le taux est tombé, et il y a beaucoup de spéculateurs qui ont perdu pas mal d'argent finalement. Qui ont perdu pas mal d'argent, évidemment, ils se rattrapent sur autre chose, mais ils ont perdu sur ce coup-là de l'argent parce qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir stocker le pétrole qu'ils avaient commandé, ils ne pouvaient pas le revendre. Donc ils ont revendu à perte. Donc il y a d'autres personnes qui ont acheté, mais pas un tarif où on voulait le vendre. En fait, c'était même expliqué que parfois, on payait plutôt même des gens pour aller chercher le pétrole. C'est-à-dire qu'on dit, bah moi j'ai pas les moyens de stocker, j'ai pas les moyens de stocker 10 000 barils de pétrole chez moi, donc je vous paye, je vous donne un certain montant, et puis vous venez les chercher. Et puis à ce moment-là, il y a des gens qui payent pour aller les entreposer ailleurs. Donc il y a une perte d'argent à ce niveau-là. Et donc c'est un marché en fait qui tombait depuis 2 ans et qui en fait s'accélérait avec la pandémie. Et ça, il n'y a pas énormément de gens qui nous racontent. C'est pas le Journal de Montréal qu'on va prendre ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, c'était le début vraiment de quelque chose de grave parce qu'il y a eu des grosses compagnies quand même qui sont tombées. Il y en a une entre autres qui s'appelle White Petroleum et qui a fait faillite. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Il y a beaucoup d'économistes qui disent quand même que finalement, le prix du baril du pétrole sur une courbe, encore une fois, puisqu'on va reprendre les termes de ces gens-là, donc le prix du baril de pétrole sur une courbe est un indicateur. Et en fait, si on compare par exemple en 2008, la courbe du pétrole, elle suit pas mal la crise de 2008 finalement. Et il y a parfois des fractures qui fait que ça annonce des temps mauvais, quoi. Donc là, effectivement, le taux a chuté, le taux est devenu négatif. Là, ça rebondit un petit peu, mais bon, on n'est quand même pas, on est quand même pas dans les moments où le pétrole se portait bien, c'est-à-dire aux alentours de 90 $ le baril. On est quand même très très bas. Donc ça risque finalement de poser des problèmes sur le long terme. C'est-à-dire qu'on peut se demander finalement si le secteur pétrolier ne sera pas l'enclenchement finalement d'une faillite généralisée. Oui, c'est ça, parce que en fait, ce qui pourrait suivre, s'il y a des défauts de paiement à certaines banques, parce que il y a des emprunts là-dedans, enfin c'est sûr qu'il y a de l'argent emprunté à la banque, et donc s'il y a défaut de paiement, ultimement, c'est la banque qui fait faillite. Et une banque qui fait faillite, c'est-à-dire que les gens qui ont des épargnes à cette banque-là ne peuvent plus aller chercher leur argent, c'est une perte sèche. Exactement, surtout que les banques nous ont déjà fait le coup d'aller chercher chez les épargnants une certaine somme, c'est-à-dire qu'il faut absolument couvrir la faillite des banques. Et puis il y a eu plusieurs pays comme ça, je pense qu'il y a eu Chypre par exemple, où à Chypre il y a quelque temps, tous les épargnants qui avaient 100 000 € et plus se sont fait confisquer leur argent. Donc il faut sauver les banques en fait, et c'est toujours la population qui sauve les banques. Donc là, en Europe, il y a eu des témoignages de gens qui allaient, s'ils voulaient plus que 100 $, 100 €, la banque leur donnait pas. Ouais, exactement, ouais. Ouais, il y a Pierre Jovanovic qui en avait parlé. Ouais, c'est Pierre Jovanovic qui en avait parlé. Effectivement. Pierre Jovanovic se base toujours sur des découpures de journaux. C'est ça qui me fait sourire à chaque fois. Ouais, parce que parfois c'est assez drôle. Enfin, les médias sont assez habiles quand même. Bon, à part dans les journaux spécialisés où on ne parle que de ça, mais dans les journaux de manière générale, quand un article comme ça est un peu alarmiste, on le glisse entre deux choses. Et une grand-mère a glissé sur une peau de banane, elle est morte. Et puis de l'autre côté, un migrant a capturé, pris en otage 3 personnes, il a crié à l'Akbar. Donc, et là, tu as ce genre d'article-là qui se glisse entre les deux, tu vois, et mine de rien,
on essaye justement de faire en sorte à ce que, tu sais, on le dit, mais on le crie pas trop fort quand même, quoi. On veut surtout pas, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Victor, c'est que le monde financier est basé en grande partie sur la spéculation, sur l'offre et la demande. Donc effectivement, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas faire paniquer le monde, et encore moins les spéculateurs et ceux qui investissent. Donc, en tout cas, on comprendra avec tout ça que notre cher ami Bill Gates a perdu de l'argent dans le pétrole. Parce que sa fondation investit de l'argent dans le pétrole aussi. Ah bon, ben. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des investissements, mais ultimement, c'est que quand il y a une banque qui fait faillite, c'est comme un jeu de domino. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout le reste, c'est les investisseurs qui sont floués, et ensuite, des investisseurs qui sont floués, s'ils ont de l'argent dans d'autres banques, ben là, ça... Et c'est pour ça que c'est que quand une banque fait faillite, comme ça fait tellement de dommages dans la société, c'est pour ça que les gouvernements sauvent les banques. Ils vont chercher de l'argent imprimé de la banque centrale, c'est-à-dire de l'argent qui repose sur rien, là, je veux dire. Ouais, c'est un peu, on pourrait comparer ça on pourrait faire une métaphore, c'est un peu comme le gars qui roule sur l'autoroute et qui d'un coup s'aperçoit qu'il a une crevaison. Donc il se range sur le côté et puis il met une roue de secours, mais c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est l'État vient en aide aux banques et c'est un peu la roue de secours pour éviter justement d'avoir plus de problèmes. Ouais, pour éviter d'avoir plus de problèmes, c'est exactement ça. L'État est la roue de secours, mais bon, ultimement, imprimer de l'argent qui repose sur rien. D'ailleurs, le cours de l'or en ce moment, est-ce que tu as eu des renseignements sur le cours de l'or? Absolument pas, j'ai pas suivi ça. Pas du tout. Parce que, en général, le cours de l'or, c'est la valeur la plus stable. Ouais, l'or et l'argent sont les matières qui passent à travers les crises. Ça varie à peu près jamais. Et s'il y a variation sur le cours de l'or, c'est signe que... Oui, c'est signe qu'on va passer un mauvais quart d'heure. Ouais, là, c'est signe que... Effectivement. Mais donc c'est ça qui est en train d'arriver. Donc la question à se poser, enfin il y a deux questions à se poser par rapport à ça. Et puis la première question va rejoindre finalement ce dont on parlait tout à l'heure. Y a-t-il une volonté délibérée de faire cracher l'économie par diverses méthodes? Ça, on peut se poser des questions. Pour arriver peut-être à une forme de reset, de ce qu'on appellerait le grand reset, à défaut d'appeler le grand confinement comme les médias nous ont rappelé pas très très longtemps qu'on avait trouvé un terme, le grand confinement. Donc peut-être qu'il y aura un grand reset. Donc ça, c'est une question dont on peut se poser légitimement. C'est peut-être ça justement qui est en train de se préparer en fait. Oui, c'est ça. C'est difficile à savoir. On le saura après. Pour l'instant, on ne peut que spéculer là-dessus. Et puis, parce que c'est pas normal qu'on nous dise oui, on va sortir du confinement là, dans 1 an, 2 ans. C'est à l'OMS, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Là, en fait, les pays européens ont commencé à vouloir sortir. En France, on parle du 11 mai. Oui. Donc, oui. C'est ça qui est un peu déroutant. Les gouvernements disent ça, mais les instances internationales, eux, non, il faut rester pour plus longtemps. Stay at home. Ouais, c'est-à-dire qu'on est pris entre deux choses. On a le cul un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le danger que, effectivement, si le confinement se poursuit, d'accélérer finalement le processus de crash économique. D'un autre côté, les gens parlent toujours d'une deuxième vague de contamination, de pandémie, si les gens se ressortiraient un peu trop vite de leur confinement. Oui, c'est ça. Puis les dirigeants des pays, les politiciens, eux, comme ils ont une élection éventuelle, ils savent très bien que si les gens ne ressortent pas, restent confinés, un jour, ils vont déverser leur frustration sur eux. Donc, faut toujours garder l'espoir que oui, on va sortir du confinement éventuellement. Moi, exactement. C'est une situation, en fait, pour nos dirigeants et nos élites, c'est une situation, finalement, où ils doivent jongler entre plusieurs choses. Entre, d'une part, la pandémie, l'économie, les tensions sociales, le confinement, etc., etc. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire dans le sens que, effectivement, c'est difficile d'y voir clair et de savoir quelle est la tendance et quelle est la stratégie adoptée. Mais disons qu'avec ce qu'on voit, on peut déjà commencer à se poser des questions.
Donc la première question, c'était de savoir, va-t-il y avoir une tentative délibérée de cracher l'économie? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. La deuxième question, c'est de savoir si tout ça va entraîner une faillite généralisée. Est-ce que là, c'est tout à fait possible? C'est vraiment dans le domaine du possible, à partir du moment où les banques ne peuvent plus garantir des entreprises. On peut avoir ce genre de choses-là. S'il y a des défauts de paiement, c'est le genre de choses qui pourraient arriver. Donc, s'il y a tout ça, et on a commencé à le voir avec beaucoup de chômage, et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur le chômage par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'était déjà le discours il y a quelques temps, je pense il y a 1 an ou 2 ans, en France, il y a un économiste intéressant qui s'appelle Olivier Delamarche, que tu connais certainement. Ouais. Et Olivier Delamarche, justement, accusait les États-Unis de trafiquer les chiffres du chômage. C'est-à-dire que les stats sur le chômage ne prenaient pas en compte tous les gens qui avaient des boulots temporaires, quoi. Oui, exactement. C'est-à-dire que la statistique intéressante, c'est pas le taux de chômage, c'est le taux d'activité. C'est-à-dire la quantité de gens qui sont actifs. C'est-à-dire que parfois le taux de chômage peut diminuer, mais le nombre de personnes actives peut diminuer aussi. Mm-hmm. Ce qui fait que les gens se retrouvent sur l'aide sociale plutôt que sur le chômage. Exactement. Et il manquerait plus que l'État fasse faillite pour que tout ça parte dans un chaos généralisé, quoi. Ouais, là c'est autre chose, mais c'est l'esbrouf là-dedans, c'est de dire de parler de chômage plutôt que de parler de taux d'activité. Je sais pas si c'est le terme exact. Là, mais c'est clair qu'il y a au niveau des stacks, c'est clair qu'on trafique les chiffres tout le temps, que ce soit pour n'importe quel domaine d'ailleurs de toute façon, mais il y a toujours une volonté de maquiller un peu les statistiques, et Delamarche le disait déjà pour les États-Unis depuis 1 an ou 2, en déclarant uniquement le taux de chômage à 8,7%, c'est quand même un peu fort. Je pense que en ce moment, 8,7% en ce moment, vraiment. Ouais. Mais donc voilà ce qui pourrait arriver. Donc ça pourrait, si les choses se poursuivent sur cette tendance-là, et dépendamment de ce qui va être décidé au niveau du confinement ou pas, ça pourrait, accélérer les choses, et on pourrait partir vers une faillite généralisée, tout en étant sur des tensions sociales. C'est-à-dire que s'il y a de plus en plus de gens qui perdent leur boulot, qu'il y a des problèmes qui s'aggravent à tout ça, problème de pénurie de bouffe, entre autres, parce que forcément, il n'y aura pas forcément une grande pénurie, mais il peut y avoir des petites pénuries temporaires. Il y a quand même des matières premières qui disparaissent, on en parle dans les journaux, la levure disparaît, les gens font du pain à la maison, la farine on en trouve presque jamais, le papier toilette aussi. Mais donc c'est ça, il pourrait y avoir une crise sociale majeure, et c'est un peu ça dont les gouvernements et puis les élites ont peur, c'est la crise sociale, parce que s'il y a crise sociale, il peut y avoir un ressurgissement de révolte, et finalement et c'est là que finalement la surveillance massive tombe à point, tombe à pic, c'est-à-dire que la surveillance massive qui consiste actuellement à aller chercher les gens qui sont malades et qui se baladent comme ça, pour être utilisés finalement pour aller chercher des gens qui auraient tendance à vouloir partir des révoltes populaires. Donc c'est un peu ça. Ce que tu veux en venir, c'est qu'on s'en va vers l'ordo ad chaos. Ouais, l'ordo ad chaos, c'est-à-dire une. En fait, moi, je suis pas économiste, hein, je le prétends pas l'être, mais la grille de lecture générale qu'on peut en faire, c'est ça, c'est se dire que on s'en va vers des temps très difficiles. On n'arrête pas de nous le dire tous les jours, de toute façon. La société de demain, ce sera pas la société d'hier.
Donc il risque d'y avoir des dommages collatéraux et l'économie va jouer une grande partie là-dessus. Parce que là, actuellement, on nous bassine du matin au soir avec le coronavirus. Et c'est 3 cuillères à soupe, mon cher patient. Oui, c'est tous les jours, tous les jours. Mais pendant ce temps-là, on s'occupe très très peu de l'économie. Et en fait, peut-être que dans quelques années, on verra que finalement le coronavirus, la pandémie, n'était finalement qu'un amuse-bouche. Pour les temps à venir finalement. C'est l'apéro de ce qui suit par la suite. Le plat principal qui va rentrer va être catastrophique. Il va être trop salé, beaucoup trop salé. Et ça risque d'être catastrophique. En tout cas, c'est la tendance. C'est un peu difficile à dire pour l'instant. Au niveau des taux d'inflation, c'est assez stable pour le moment, mais jusqu'à quand? On sait qu'actuellement, les banques centrales ont tendance à réinjecter du cash. Et donc, à la force d'avoir trop de cash, on finit par se pointer au Tim Hortons avec une valise de billets pour s'acheter un café, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'est l'inflation, puis ensuite... l'inflation et la crise généralisée. La perte de pouvoir d'achat. Exactement. Tout ça va s'enclencher, tout ça risque de s'enclencher. Et finalement, et c'est là qu'on pourrait tomber finalement après dans le domaine de ce qu'on pourrait, de ce qu'on a pu appeler le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire des réformes. Y aura-t-il des réformes en profondeur qui pourraient être finalement les indicateurs d'un nouvel ordre mondial? On a déjà eu des indicateurs au niveau de la santé, on en a parlé dans la dernière capsule, la surveillance de masse. Des façons de traiter les sujets avec un certain œil d'eugénisme, d'euthanasie, de mourir dans la dignité, on peut se poser des questions. Et là, au niveau de l'économie, c'est une nouvelle monnaie mondiale. Exactement. Donc, dans les tendances, il y aurait peut-être plusieurs choses qui pourraient finalement arriver. Il pourrait y avoir finalement, effectivement, la mise en place d'une monnaie mondiale. Donc ça fait longtemps qu'on en parle, il y a des gens qui en parlaient, il y a Pierre Hillard qui en avait parlé, il y avait eu une revue qui s'appelle la revue dont on parlait tout à l'heure, The Economist, qui en 88 avait fait une couverture là-dessus. On voyait un aigle qui était debout sur des flammes avec des billets qui étaient en train de brûler et qui prévoyait ça pour 2018, en 2020. Donc il y aurait aussi la disparition de l'argent liquide. Alors la disparition de l'argent liquide, ça fait des années qu'on en parle. D'ailleurs, il y a toutes sortes de monnaies, des crypto-monnaies qui se sont mis aussi sur le marché parallèle et qui défient un petit peu la monnaie officielle. Mais disons que c'est quelque chose qui est tendance depuis 20 ans. Donc ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait aboutir à une réforme en disant, bon voilà, dans le nouveau système, on n'utilisera plus d'argent liquide. Et là, effectivement, ça pourrait converger finalement avec le système de surveillance de masse. Parce qu'on s'entend que s'il n'y a plus de cash, quand tu vas te chercher un pain au dépanneur, la banque le sait. Mais quand tu vas te chercher un godemiché au sex club du coin, la banque le sait aussi. Exact. Il n'y aura plus de vie privée à ce moment-là. Donc, et puis bon, de toute façon, les banques, ils trouvent leurs intérêts à ce niveau-là, de manière générale. Elle ne parle pas évidemment de surveillance de masse, mais elle parle souvent de combattre le marché noir, le blanchiment d'argent. Donc c'est quelque chose qu'ils évoquent à partir de ça. C'est en fait un prétexte pour pouvoir dire, bon voilà, ça nous permettrait de combattre le blanchiment d'argent. Et puis il y a mais c'est pas comme ça qu'ils le voient en général. C'est-à-dire tout le monde là-dedans pense agir pour le bien. C'est la perversité du principe. C'est-à-dire que on va instaurer plus de surveillance pour éviter qu'il y ait des bandits qui blanchissent l'argent ou qui payent en dessous de la table. Pour finir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a eu aussi des gens dans le passé qui ont fait l'éloge finalement d'une monnaie électronique et puis qui voyaient ça aussi, et ça c'est vraiment intéressant, qui voyaient ça aussi comme une façon de faire en sorte que la banque ne ferait pas faillite.
Alors je m'explique. S'il n'y a plus d'argent cash, ben, quand il y a des crises, parce qu'en temps de crise, on l'a vu d'ailleurs, pour ceux qui ont des petites notions d'histoire, on l'a vu en 1929. La crise de 1929, il y a eu beaucoup de gens qui se sont précipités dans les banques pour aller retirer leur argent. Là, s'il n'y a plus d'argent retiré, tu fais quoi? La banque ne peut pas descendre dans sa faillite généralisée. Elle est déjà en faillite, elle pourrait être déjà en faillite, mais finalement elle ne pourrait pas descendre plus bas puisque les épargnants ne pourraient pas aller chercher leur argent. Et puis on peut imaginer même que dans un monde un peu plus totalitaire, que les comptes soient bloqués, temporairement. Donc ça c'est tout à fait c'est dans l'ordre du possible. Et d'ailleurs il y a dans un autre argument dont les gens parlent souvent quand ils sont en faveur de ce genre de choses-là, c'est de dire aussi que finalement chaque pays dans le monde dépense à peu près entre 0,5% à 1,5%, donc 0,5 à 1,5% de son PIB pour imprimer des billets. Donc là, ce serait une petite économie aussi quoi à faire. Donc malheureusement, la tendance, elle s'en va un peu vers ça. C'est-à-dire qu'on voit actuellement les tendances qui se font au niveau de la santé et qui vont dans ce sens-là. Donc on peut très bien imaginer que dans le milieu économique, il y a des tendances qui vont vers des réformes. Donc on avait dit la disparition de l'argent liquide, peut-être la mise en place d'une monnaie mondiale, et puis pourquoi pas éventuellement, on l'a vu en France dernièrement, la modification des lois de travail. C'est-à-dire que sous prétexte que le pays s'enfonce, et qu'on on a largement explosé le budget annuel, bah, il faudrait que les gens fassent des efforts pour pouvoir renflouer les caisses de l'État et aider à payer la dette. Bon, quand on sait un peu que la dette c'est une foutaise et puis que tout ça tourne autour d'une espèce de fausse monnaie, on comprend qu'il y a une arnaque en dessous de tout ça, quoi. Tout ça ressemble un peu à la propagande, la propagande stalinienne. C'est-à-dire aider l'État, il faut tous unis pour aider l'État, mais bon, l'État n'est qu'une composante du mondialisme de toute façon, mais c'est la propagande qui pourrait être invoquée pour finalement essayer de pallier à ces problèmes. Donc ça sera peut-être la phase terminale du capital et ensuite la véritable société communiste. Exactement. Et moi, ça fait des années que je le dis, on s'en va vers un modèle de société chinois. Et là, on le voit, on l'a vu au niveau de la surveillance de masse, et demain, on le verra peut-être, ou demain, on le verra dans pas très longtemps, que peut-être au niveau économique aussi, on va aller vers quelque chose comme ça. Donc là, il y a la question qu'il faut se poser, dont on a parlé tout à l'heure. Y a-t-il une volonté délibérée de cracher l'économie? Est-ce que le système capitaliste, comme beaucoup le pensent, est à bout de course et vit ses dernières heures? Et finalement, on pourra avoir un système de production complètement différent, qui sera pas pour le moins embêtant pour les gens, qui sera pas pour le moins aliénant pour les gens, mais qui rendra les peuples esclaves, mais d'une autre manière. Ça, c'est une possibilité. Donc voilà en gros ce qui pourrait se passer, et c'est plutôt inquiétant, et ça nous dirige encore une fois vers ce qu'on pourrait voir un nouvel ordre mondial, ou bien ce qu'on pourrait qualifier de gouvernance mondiale. En tout cas, au niveau santé, on l'a vu, ça va dans cette direction-là. Au niveau économie, il est tout à fait possible que ça aille dans cette direction-là. On ne le saura pas tout de suite, parce qu'en général, quand une économie commence à flancher, ça prend quand même quelques mois, voire quelques années parfois. Mais là, il y a une accélération, et tout va dépendre en fait de comment ça se passe au niveau de la pandémie. Est-ce qu'on va confiner les gens? Et s'il y a confinement, l'économie risque de planter assez sévèrement. Là-dessus, on va se quitter. Donc la prochaine émission se portera sur la géopolitique. On essaiera de voir un peu quelle est la tendance et qu'est-ce qui sera du géopolitique, puis peut-être d'un autre sujet. Hein. On va suivre un peu l'actualité. Ouais. C'est ça. On suit l'actualité, et
On essaiera de voir un peu quelle est la tendance et puis qu'est-ce qui se dessine un peu à l'horizon et puis de voir les possibilités. Encore une fois, tout ça ne sont pas des vérités absolues, mais c'est une grille de lecture basée sur des connaissances, sur la perception qu'on a depuis des années et pour l'instant, tout ce qu'on peut voir nous a donné raison, quoi, malheureusement. Donc on va poursuivre ce travail et puis on souhaite à tout le monde un bon courage, à tous ceux qui restent à la maison, à tous ceux qui ont des parents qui sont coincés quelque part, à tous ceux qui ont des enfants qui tournent en rond parce qu'ils vont pas à l'école. Et on souhaite un bon courage à tous ces gens-là. Et puis on vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. À la prochaine, Victor.